Et si notre tendance à l'autodestruction, c'était pas un bug, mais en fait une partie intégrante de notre système d'exploitation humain? C'est une idée qui dérange, non? Bon, ce qu'on va faire, c'est une sorte de fouille archéologique de nos instincts les plus sombres pour explorer ça, ce qu'on appelle l'appel du vide. Pour bien comprendre, on va commencer avec une image. Imaginez une fête. C'est l'humanité qui célèbre ses propres succès dans un immense et magnifique manoir tout en verre. La musique est incroyable, les gens sont brillants, le champagne est partout. Bref, c'est l'incarnation de la réussite. Sauf que, petit à petit, une atmosphère un peu étrange s'installe. Sans qu'on sache trop pourquoi, des invités commencent à briser leur verre. C'est pas un accident, non. On dirait un premier geste délibéré, un premier petit frisson de destruction au milieu de toute cette perfection. Et puis, ça ne s'arrête pas là. D'autres se mettent à ouvrir les grandes fenêtres et le vent glacial s'engouffre dans le manoir. Toute la chaleur de la fête se dissipe, remplacée par un vrai malaise. Ce n'est plus un geste isolé, ça devient un mouvement collectif. Et là, l'impensable. Certains invités, un sourire aux lèvres, sortent des scies et commencent à attaquer les poutres qui soutiennent toute la structure de verre. Là, ce n'est plus de la folie, ça ressemble à une chorégraphie. C'est comme une envie irrépressible de voir comment tout ça va s'effondrer. Bon, vous l'avez compris, cette fête, c'est notre civilisation. Alors ça nous amène à la question centrale. Pourquoi cette pulsion bizarre qui nous pousse à construire des choses magnifiques et en même temps à fantasmer de les voir partir en fumée? Allez, on va gratter un peu le vernis pour voir ce qu'il y a en dessous. On commence notre fouille au niveau le plus profond, notre biologie. Pour essayer de comprendre le code source, il faut qu'on se tourne vers nos plus proches cousins. Les observations de Ngudo Lagombe, elles sont assez révélatrices. Elle a assisté à quelque chose de vraiment terrifiant. Des chimpanzés qui organisent des raids. Pas pour la nourriture, pas pour le territoire, non, juste pour l'extermination pure et simple d'un clan voisin. Une violence froide, méthodique, qui a l'air d'être complètement ancrée dans leur nature. Cette violence primale, ça fait écho à un concept que Freud a développé, Thanatos, la pulsion de mort. Pour lui, la vie est en soi une tension, une sorte de détour compliqué avant le retour inévitable à l'état inorganique, au calme plat de la matière. On serait un peu comme des ressorts tendus qui n'aspirent qu'à une seule chose, se détendre pour de bon. Ok, maintenant passons de la biologie pure à nos structures sociales. Comment est-ce que cette pulsion se manifeste tout en haut de la pyramide? Et là, le constat est assez glaçant. C'est ça le paradoxe fondamental. D'un côté, on met en avant des valeurs comme la coopération, l'empathie, mais de l'autre, les structures de pouvoir, elles, récompensent très souvent les comportements de prédateurs. Le système semble en fait favoriser ceux qui sont les plus doués pour la destruction, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale. Et cette phrase, elle résume le mécanisme à la perfection. À force de célébrer l'audace, l'agressivité, une prise de risque complètement démesurée sans se soucier des conséquences, eh bien on finit par mettre aux commandes des gens dont le cerveau est tout simplement incompatible avec la survie du groupe à long terme. Le point vraiment crucial ici, c'est que les traits qu'on associe souvent au succès dans nos systèmes, ce sont ceux que la psychologie clinique appelle le psychopathe de haut vol. C'est-à-dire des individus qui, sous un vernis de charisme, n'ont aucune empathie et sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et c'est là qu'on fait le lien avec notre programmation initiale. Cette pulsion destructrice, elle ne disparaît pas, elle s'habille juste en costume. On est attiré par ces figures, parce que leur assurance et leur goût du risque imitent des traits de dominance qu'on est biologiquement câblés pour respecter, même si ça nous mène tout droit dans le ravin. Cette angoisse, en fait, elle n'a rien de nouveau. Elle est même inscrite dans nos récits les plus anciens. On va maintenant creuser dans notre mémoire collective, dans nos mythes. L'idée que l'humanité est une sorte d'anomalie, comme un feu d'artifice trop brillant destiné à s'éteindre rapidement, c'est une intuition qui nous hante depuis des milliers d'années. Nos mythes fondateurs sont remplis de ce genre d'avertissement. Il suffit de regarder cette chronologie pour voir que le même récit se répète. Très tôt, dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux nous noient parce qu'on fait trop de bruit. Des siècles plus tard, les Grecs avaient cette peur de l'hubris, la démesure qui attire forcément la punition des dieux. Puis, plus récemment, Malthus a mis cette peur en équation avec ses calculs sur la population. Et aujourd'hui, on entend parfois des discours qui décrivent l'humanité comme un virus. Le vocabulaire change, mais l'histoire au fond reste exactement la même. Tout ça nous amène au tout dernier chapitre de cette histoire. Un chapitre qui est en train de s'écrire en ce moment même. Notre relation avec l'intelligence artificielle. L'IA, ce n'est pas une entité extraterrestre. C'est un miroir statistique. On la nourrit avec la totalité de nos connaissances, de nos textes, de nos préjugés et même de notre propre autocritique. Et ce miroir, qu'est-ce qu'il nous renvoie? Eh bien, il nous renvoie l'image de ce qu'on admire le plus, la logique, l'efficacité, la connaissance pure, mais débarrassée de tout ce qui nous rend humains, le doute, le corps, les émotions. En gros, il nous renvoie l'image de notre propre obsolescence. On pourrait voir ça comme le stade final du mythe de Narcisse. Sauf que là, on ne se contente pas de regarder notre reflet.
On tombe amoureux d'une image de l'intelligence qui est tout ce qu'on n'est pas, froide, parfaite, désincarnée. Et face à cet idéal, notre propre humanité, avec toute sa fragilité, ses contradictions, elle nous paraît soudain laide, presque méprisable. On commence à vouloir ressembler au reflet plutôt qu'à nous-mêmes. Et dans ce contexte, l'idée de télécharger sa conscience, ça devient bien plus que de la science-fiction. C'est l'expression la plus moderne de la pulsion de mort, de Thanatos. C'est le rêve d'un suicide magnifique où on abandonnerait enfin cette enveloppe de chair qu'on juge trop limitée pour devenir un pur esprit de silicium. Le retour au repos absolu, non plus de la pierre, mais du processeur. Alors, est-ce qu'on est condamné? Pas forcément. La solution, ce n'est sans doute pas d'essayer d'éliminer cette pulsion, mais de la regarder droit dans les yeux. D'abord, reconnaître que c'est bien nous qui tenons la scie. Ensuite, accepter que cet instant fait partie du lot, au même titre que l'amour ou la curiosité. Et enfin, essayer de transformer cette énergie, de l'éduquer, pour la canaliser non plus vers la destruction, mais vers une conscience plus aiguë de notre propre fragilité. Et c'est peut-être ça la clé finalement. Nous sommes l'espèce qui sait qu'elle peut s'éteindre par sa propre faute. Et si c'était justement cette conscience tragique qui donnait une valeur inestimable à chaque instant qu'on passe ici? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde un peu.